Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre dans cette nouvelle invitation au voyage. Je vous embarque pour la République tchèque, la Bourgogne et le Japon. Si ce que vous aimez quand vous voyagez, c'est le décalé, le déjanté, je vous conseille Tokyo. Là-bas, il y a un incontournable, c'est le parc de Yoyogi. On y croise aussi bien des danseuses traditionnelles que des jongleurs futuristes, le tout évidemment sous des cerisiers en fleurs. Mais c'est une autre plante qui va nous intéresser aujourd'hui. En Bourgogne, tous les chemins mènent à Cluny. Jusqu'au XVIe siècle, son abbaye est la plus grande église romane du monde. Elle est même plus puissante que Rome. Dans la région, des moines bâtisseurs construisent donc à tour de bras des églises, des prieurés et même des villages entiers qui tiennent toujours debout. Ça sera l'héritage. Pour le premier voyage, on bascule en pleine période Art Nouveau avec le peintre le plus en vue de cette époque. On lui doit notamment les affiches des spectacles que le tout Paris s'arrache alors. La Dame aux Camélias, Médée, Lorenzaccio, c'est Mucha. Mucha a beau connaître la gloire en France, c'est en Tchéquie, le pays où il est né, qu'il va chercher l'inspiration. Et c'est aussi loin des salons de la Belle Époque qu'il met son art au service de la liberté, celle de son pays. La fleur au pinceau, c'est notre première invitation au voyage. Des forêts à perte de vue, des paysages vallonnés, dont surgissent comme par enchantement des châteaux Renaissance ou baroques. Au centre de l'Europe, la douceur qui se dégage des paysages de la République tchèque offre un contraste saisissant avec la rudesse de son histoire. C'est ici qu'est né l'un des plus grands artistes de la fin du XIXe siècle, au style synonyme de grâce et d'élégance, Alphonse Mucha, tour à tour peintre, sculpteur, affichiste, décorateur. Pour comprendre cet artiste complet et complexe, il faut ouvrir les pages du roman national. Si Mucha doit sa renommée à ses affiches Art Nouveau, dont il est un acteur majeur à Paris, il tient à ses racines tchèques et œuvre pour l'indépendance de son pays, alors encore rattaché à l'Empire austro-hongrois. À peine rentré dans son pays natal en 1910, il devient un peintre engagé, patriote. Un processus créatif qui aboutit à l'œuvre monumentale qu'il peaufine jusqu'à son dernier souffle, l'épopée slave. Dans mon cœur, Mucha, c'est Léonard de Vinci. Pour moi, il était le De Vinci de la nouvelle ère. Il avait une palette de compétences très large. Il a créé des meubles, des bijoux, des peintures, puis il a été franc-maçon, mystique, mais toujours croyant. Tout cela crée une personnalité aux multiples facettes, complexe et unique, celle d'Alphonse Mucha. Dans le sud-est de la République tchèque se dévoilent des champs aux multiples nuances de vert et des rivières qui serpentent d'une vallée à l'autre. C'est dans ce décor végétal, au pied du mont de Réna, que l'histoire d'Alphonse Mucha commence en 1860, quand il voit le jour à Ivančice, dans une famille nombreuse de la petite bourgeoisie locale. Celui qui va éclore sur la scène picturale parisienne au tournant du XXe siècle, en devenant le maître de l'Art Nouveau, s'est d'abord nourri des paysages de son enfance. Mondialement connues, ces affiches sont le fruit d'une jeunesse champêtre, dans une Moravie attachée à ses traditions et son folklore. Alphonse Mucha avait besoin de puiser son énergie dans la nature. Quand on a trouvé son carnet de croquis, on a vu que quand il dessinait des arbres, il gardait la liste des arbres et même des fleurs dans son cahier. Et quand on l'a ouvert, une fleur est tombée. C'est vraiment magique. Il utilisait les fleurs de cette terre pour évoquer la mélancolie, un sentiment qui venait de sa nation.
Il se rappelait toujours la couleur des arbres d'ici, la couleur des fruits qu'il mangeait et la couleur des fleurs qu'il cueillait pour les filles quand il était jeune. Ce qui fascine aussi le jeune Musha, c'est l'église de l'Assomption de la Sainte Vierge, dominant la place centrale d'Ivanchitse. Il y découvre l'art baroque. Les sculptures tout en dorure lui inspirent ses premiers dessins. Il reste même un vestige de son passage gravé sur un banc, à la manière d'un écolier. Mais c'est l'atmosphère sacrée du lieu qui instille très tôt en lui un mysticisme dont toute son œuvre est imprégnée. Il était très croyant et allait très souvent dans cette église. Dès l'âge de 8 ans, il a même peint un crucifix à partir de celui qui est à l'intérieur. C'est plus l'extase des personnages qui l'intéresse dans les peintures, ou les postures de certaines sculptures. La spiritualité au sens de la foi était aussi importante. Le rapport qu'Alphonse Mucha avait avec les femmes dans sa peinture a été inspiré par son enfance et son premier amour, Julinka, qu'il a rencontré ici à l'église. Ils chantaient ensemble dans le chœur. Ils sont tombés amoureux et elle est morte très jeune. Cela a inspiré ces femmes fatales dans son travail. Des femmes fatales qui font de Mucha le chantre de l'Art Nouveau lorsqu'il débarque à Paris en 1887. Son succès, il le doit à Sarah Bernhardt, la star de l'époque surnommée la Divine, qu'il peint pour la pièce Gismonda en 1894. Comme sur la plupart des affiches qu'il crée à l'époque, il y mêle les symboles de sa Moravie natale, qui transforme l'actrice en idole antique, aux motifs byzantins, car pour lui, cette civilisation était le foyer spirituel de la culture slave. Mais en 1910, en pleine gloire, il décide de retrouver son pays pour soutenir les Tchèques en quête de liberté. Je n'ai pas trouvé de véritable satisfaction dans ce genre de travail. Je vis que mon chemin se trouvait ailleurs, un peu plus haut. Dominé par son imposant château fortifié sur la rivière Vltava, Prague renferme encore les stigmates des soubresauts de l'histoire tchèque qui ont tant marqué Mucha. Flâner dans les ruelles de la vieille ville reste la meilleure façon de découvrir les mystères de celle que l'on surnomme la capitale magique de l'Europe, à la frontière des mondes germaniques et slaves. Quand Mucha s'y installe en 1910, la Renaissance nationale est alors en pleine effervescence et l'artiste veut peser sur la destinée des siens. Alors, quand la Nouvelle République lui propose de participer à la création de la maison municipale, il n'hésite pas un seul instant. C'était l'opportunité pour lui d'exprimer le patriotisme dans lequel était impliqué son pays. Il a proposé de décorer entièrement l'immeuble pour le simple coût du matériel. La construction de ce monument Art Nouveau aux influences néo-baroques sert avant tout à affirmer l'identité tchèque d'une ville qui cherche à s'émanciper du joug de l'Empire. Tous les artistes patriotes du moment sont mobilisés. Et l'imagination foisonnante d'Alphonse Mucha s'illustre dans la majestueuse salle du maire, que cet artiste complet décore des luminaires jusqu'aux rideaux. Ces fameuses fresques évoquent les grands personnages de l'histoire tchèque qui luttèrent sans relâche pour l'indépendance de la nation, remportant d'éphémères victoires et subissant de cruels revers. Le panneau le plus important, celui du milieu, peut être interprété ainsi. Avec la force, vous gagnez la liberté, mais avec l'amour, vous obtenez l'unité.
Donc c'est un message spirituel qui évoque aussi l'amour et la sagesse maternelle. Même si ça a été créé de 1909 à 1911, c'est comme s'il savait déjà à l'époque qu'un jour, ce salon en particulier, jouerait un rôle essentiel dans l'indépendance de son pays, en laquelle il croyait avec passion. Le 28 octobre 1918, le rêve de Mucha se réalise. L'indépendance tchécoslovaque est proclamée depuis le balcon de la maison municipale. Dans la foulée, le peintre se met au service de sa nation chérie en créant les emblèmes de sa patrie naissante, des timbres-poste aux premiers billets de banque. Je pensais désormais avec assiduité à la façon dont je pouvais, modestement, être utile à mon peuple. Ce touche-à-tout de génie décide de faire évoluer sa peinture afin qu'elle dégage une humanité qui la rende intemporelle. Il se lance alors dans l'œuvre de sa vie. 20 tableaux de très grande dimension retraçant l'histoire tourmentée des Slaves. Un travail titanesque pour lequel Mucha s'isole à la campagne, à une 60aine de kilomètres de Prague, au cœur de la forêt de Bohême. Il choisit le château fortifié médiéval qui surplombe la ville de Sbiro. Tel un seigneur, l'artiste s'installe dans ses murs, dont les illustres propriétaires n'étaient autres que les rois de Bohême, puis les Habsbourg, pendant plus de 3 siècles. Avec sa famille, il prend ses quartiers dans la partie la plus ancienne du château. Quand il découvre la salle principale, avec ses hauts plafonds et sa lumière zénithale, il décide d'en faire son atelier. Le château de Sbiro dégage une énergie extraordinaire qui prend sa source dans les brèves de cette roche de jaspe. Mucha était sensible à la spiritualité et au mysticisme. Il a tout de suite senti que cette puissance l'aiderait dans son travail et lui donnerait la force nécessaire pour créer l'épopée slave. Ce défi pharaonique ressemble à l'homme utopiste qu'est Mucha à l'âge de 50 ans. Il présente une vision lyrique des conflits qui ont jalonné l'histoire slave, de l'Antiquité jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. Une grande et glorieuse lumière qui éclaire les âmes de tous les peuples par ses idéaux clairs et ses brûlantes mises en garde. L'artiste imagine des mises en scène avec des modèles vivants qu'il photographie avant de les peindre sur grand format. Il a été tellement charmé par la région qu'il a même demandé aux gens du coin de poser comme modèle pour l'épopée slave. Ils revivent dans ces toiles. C'est un mariage incroyable entre ce lieu et son œuvre. L'épopée slave a été créée pour rassembler tous les peuples slaves, en opposition aux peuples germaniques. Ça ne concerne donc pas que l'histoire tchèque, mais celle de tous les Slaves. Après un travail acharné, Alphonse Mucha remet officiellement l'épopée slave en 1928 à la ville de Prague pour fêter les 10 ans de l'indépendance. Mais il peaufinera ses tableaux jusqu'à sa mort en 1939, à l'aube de la Seconde Guerre mondiale. Si les rêves d'unité des peuples de ce grand humaniste s'effondrent, il laisse derrière lui une œuvre prolifique, incarnation de l'âme slave. Puisque Mucha aimait tant les traditions de son pays, en voici une, celle de la carpe. Les Tchèques en mangent invariablement à Noël, après les avoir gardés quelques jours dans leur baignoire.
C'est le clin d'œil de Thomas Chauvineau. À Noël, si les Français ont leur dindon marron et les Allemands leur Lebkuchen, sorte de petits pains d'épices, les Tchèques, eux, ont la carpe, que l'on déguste panée, servie avec une salade de pommes de terre. Y aura-t-il de la carpe à Noël? Oui, assurément, et aussi curieusement que ça puisse paraître, parce qu'il faut bien le dire, la carpe, c'est dégueulasse, c'est plein d'arêtes, et ça n'a pas de goût. La tradition remonterait à une époque où dans l'ex-Tchécoslovaquie, ce n'était pas Byzance. La carpe, ça ne coûte pas cher, et pour ceux qui n'ont pas les moyens, c'est facile d'en attraper. Il y en a plein partout, c'est un peu comme un lapin dans un étang, quand ça pond des œufs, ça en pond des milliers. Et puis, si on glisse quelques écailles sous l'assiette et une écaille dans le porte-monnaie, ça apporte du bonheur pour l'année à venir. Seul problème, l'argent qui d'habitude n'a pas d'odeur, sent un peu le poisson. Alors chaque année, les rues de Prague se parent de guirlandes, de boules et de très nombreux stands sur lesquels les Tchèques peuvent acheter leur carpe. Vivante, au moins, le poisson est frais. Ensuite, c'est au choix, soit vous demandez qu'on vous la tue et qu'on vous la prépare sur place, soit vous l'emmenez directement chez vous. Et la carpe passe ses derniers jours dans la baignoire avant de finir à la casserole, tranquille, carpe diem. Aux grandes dames des associations de défense des animaux pour lesquelles on assiste là à un massacre. Alors que dans le même temps, les Tchèques regardent à la télévision des contes de fées, les poatki, c'est l'autre tradition de Noël. Quoi qu'il en soit, le poisson sur cette question, comme sur tout le reste, ne dira jamais rien, muet, comme une carpe. Invitation au voyage, c'est tous les jours un tour du monde en 3 étapes, et celle qui nous attend maintenant est spirituelle. C'est la ville de Cluny. Il y a 1000 ans, elle devenait célèbre en abritant la plus grande abbaye de son époque. Et bien 1000 ans plus tard, elle en impose toujours, c'est l'héritage. La Bourgogne est un berceau. Dans le silence de ses vallons et de ses vignes juteuses, elle raconte une histoire spirituelle extraordinaire. Au Xe siècle, jaillit de cette terre grasse et féconde un ordre religieux qui rayonne sur toute la chrétienté. Cet ordre, c'est celui de Cluny, du nom de la ville qu'il abrite. Il est à l'origine d'une des abbayes les plus puissantes et monumentales de l'époque romane. Cette église est demeurée la plus grande église de la chrétienté occidentale jusqu'au début du XVIe siècle, date à laquelle Saint-Pierre de Rome a été reconstruite et a dépassé donc en dimension l'église de Cluny. Pendant des siècles, l'ordre de Cluny s'étend puis exerce une influence spirituelle et politique considérable, notamment sous la férule d'un homme, Hugues de Semur. Sous l'autorité de cet abbé charismatique, les bâtisseurs clunisiens édifient des églises, abbayes et basiliques d'une majesté et d'une sophistication sans précédent à travers toute l'Europe. La Bourgogne est restée le témoin fidèle de ce passé, où les hommes et femmes d'alors firent coïncider leurs préoccupations religieuses avec un art unique par son faste et sa démesure. Dans l'enceinte des murs fortifiés de l'abbaye de Cluny, des accords de musique contemporaine résonnent sous la voûte lambrissée d'un farinier quasi millénaire. 12 violoncelles en répétition font circuler le son et donnent une modernité inédite à cet édifice, qui déjà lors de sa construction reflétait l'audace architecturale de ses bâtisseurs. Ça a du sens de faire quelque chose absolument actuel dans quelque chose d'aussi ancien. Je pense que les gens qui ont conçu ça ne l'auraient pas vu autrement. Ils auraient détesté qu'on perpétue le Moyen-Âge jusqu'à la fin des temps. Ils auraient aimé que ça vive avec le temps qui passe. Ça, je suis convaincu de ça. Comme en témoignent ces concerts qui résonnent 10 siècles après leur aventure, l'œuvre des bâtisseurs de Cluny est entrée dans l'histoire. Pour comprendre la jeunesse de cet ordre et les motivations de ceux qui firent sa puissance,
il faut se rendre à quelques 60 km à l'ouest de l'abbaye, dans le village de Semur-en-Brionnais. Semur-en-Brionnais, eh bien, viendrait du latin sinemuros ou sinemurum, qui veut dire muraille. Quand on fait le tour de la Haute-Ville, on voit qu'on est sur un éperon. Le château de Semur est un petit château. C'est un des premiers châteaux construits au-dessus de la Loire. La Loire passe à 4 km. C'était le lieu de passage même des invasions vikings. Donc, c'était un lieu stratégique pour défendre la Bourgogne. Hugues naît entre ces 4 murs en 1024. Il grandit entouré de soldats dans ce donjon, demeure de la famille de Semur, affilié par mariage au très influent duc de Bourgogne. Cette grande tour a 4 étages et la hauteur connue, c'est 22 mètres. Mais 22 mètres pour l'époque, c'était presque un gratte-ciel. Hein. Plus le donjon était haut, plus le seigneur était puissant. Ce n'était pas un palace, c'était une place forte, donc assez rudimentaire. Les séparations des pièces devaient être peut-être avec des tentures, mais rien n'est maçonné. Hugues n'est qu'un adolescent, mais une vocation est en train de poindre. Peut-être est-il influencé par la vue de l'église romane primitive qu'il aperçoit chaque jour depuis le chemin de ronde. En contrebas du château, dans le hameau de Saint-Martin-la-Vallée, son destin bascule. C'est une petite église, blottie comme protégée par le vallon. Hugues a sûrement dû descendre dans ce village. Le lieu est propice à la méditation, ça a dû germer. Et puis sa mère l'a bien aidé, parce que sa mère était très pieuse, alors que son père, c'était un soldat. Donc il y a eu conflit entre les deux parents, mais la maman a gagné et Hugues est parti pour devenir moine. L'ascension du jeune homme dans les ordres est fulgurante. À 25 ans, Hugues prend la tête de l'abbaye de Cluny, un ordre bénédictin fondé un siècle plus tôt. L'Église vit alors une période de grande transformation. Elle arrache son indépendance aux rois et aux seigneurs locaux, affirme la primauté du pape sur ces derniers et retrouve son prestige. Les nobles font des dons de terre aux abbayes ou s'y engagent. C'est ici, à 60 km de Semur-en-Brionnais, que l'abbé de Cluny, Hugues, va se servir de cette ferveur religieuse retrouvée. C'est un endroit qui ne laisse pas tout à fait indifférent, tant il est remarquable par la qualité de son architecture, de son histoire exceptionnelle, et puis de son intégration dans un paysage. On est ici au fond d'une petite vallée, avec des pentes assez douces et une nature extrêmement verdoyante. Donc c'est vraiment une position très très agréable. Cluny est une abbaye influente, mais Hugues l'a fait entrer dans l'histoire. Pour signifier sa puissance et sa richesse, il lance en 1088 le plus grand chantier jamais imaginé dans la chrétienté occidentale. Il veut édifier une très grande église pour à la fois évidemment glorifier Dieu, pour aussi pouvoir réunir l'ensemble des moines qui dépendent de l'abbaye, accueillir les pèlerins et puis bien évidemment affirmer de façon la plus spectaculaire et la plus matérielle qui soit la puissance de l'ordre de Cluny. On l'appelle la Maior Ecclesia, la plus grande église. Ces plans auraient été inspirés, dit la légende, par Saint Pierre lui-même. 187 mètres de long, des voûtes de plus de 30 mètres de hauteur, un double transept dont il ne subsiste qu'un bras aujourd'hui. Les dimensions sont gigantesques et le pari de Hugues, une réussite. L'ordre devient le phare du monde chrétien. Il y avait plusieurs messes en même temps. Nous sommes ici sous le clocher de l'eau bénite et la tour de l'horloge. Et il se trouve qu'il y a une toute petite chapelle qui est à plus de 20 mètres de hauteur avec un autel qui servait également à dire des messes.
En multipliant le nombre d'autels, cela permettait évidemment de dire plus de messes de manière simultanée et donc de multiplier les recettes de l'abbaye puisque ces messes étaient dites évidemment contre espèces sonnantes et trébuchantes ou contre dons de terre ou d'un certain nombre de biens. La vie des moines se déroule à l'intérieur de l'enceinte abbatiale, fermée par un mur fortifié. Au dehors, une ville prospère se développe. Des artisans s'installent, puis des notaires et des négociants. Le bourg monastique prend vie. Sur toute une partie de ce territoire va s'implanter donc une ville avec des maisons romanes dont certaines vont être réalisées peut-être par des sculpteurs qui ont pu intervenir dans la décoration de l'abbaye, ce qui vaut à Cluny aujourd'hui d'être la ville en France qui conserve le plus de maisons romanes. L'ordre de Cluny est à son apogée. C'est un empire monastique qui s'étend dans toute l'Europe par le biais de prieurés et d'abbayes affiliées à la maison mère. À la fin du XIe siècle, on en compte 1400 sur tout le continent. Cluny noue des liens étroits avec les prieurés les plus proches. Ils fournissent l'abbaye en denrées, nourriture et matériaux. À une dizaine de kilomètres de Cluny, dans les vignes du Mâconnais, le prieuré de Berzé-la-Ville joue un rôle particulier. L'abbaye était reliée par une petite route qui faisait environ 10 km. Et le doyen devait relier Cluny une fois par semaine avec les denrées qui avaient été récoltées ou pour rendre des comptes. Et il se déplaçait à pied, toujours, et quelquefois avec un âne. Ça prenait à peu près une demi-journée. Et il passait par la seule route de communication entre Berzé et Cluny. On l'appelle encore la route des moines. La richesse de Berzé-la-Ville aux yeux de la maison mère, ce sont ses carrières de gypse. Une roche tendre utilisée pour la décoration ou les statues. Elle se visite exceptionnellement. Nous sommes ici dans une galerie des carrières de gypse de Berzé-la-Ville. Ces carrières de gypse existent depuis la nuit des temps. Le gypse sert à faire l'ornementation, mais se transforme aussi en plâtre lors de la cuisson. Donc le plâtre, comme tout le monde sait, c'est très utile aussi pour l'aménagement des maisons et les décorations. Les moines n'exploitaient pas, mais ils faisaient appel à des personnes de Berzé pour exploiter. Ce gypse, on le retrouve notamment sur la façade médiévale de l'hôtel de ville de Cluny. Loin du gigantisme de l'abbaye mère, Berzé-la-Ville offre aussi à Hugues quiétude et intimité. Posée sur un promontoire à l'écart du village, la chapelle des moines devient son lieu de retraite. Hugues avait pris l'habitude de venir se reposer dans ce prieuré de Berzé-la-Ville. 5 ans avant sa mort, la foudre tombe sur la chapelle et l'ensemble brûle. Comme c'est l'abbé de Cluny, tout de même, un des personnages les plus puissants de la chrétienté en cette fin 11e, début 12e siècle, on se précipite pour reconstruire cette chapelle haute et elle est décorée par ceux qui travaillaient à Cluny. Sous les ordres de l'abbé, les décorateurs peignent des fresques où l'on décèle l'influence byzantine. C'est l'époque où l'Empire romain d'Orient, par son raffinement et son statut, exerce une réelle attraction sur les chrétiens d'Occident. Nous voyons un plissé de la tunique du Christ qui est byzantine. Regardez le Christ, il est assis sur un traversin, mais chez nous, il serait sur un trône de pierre. Regardez la fixité du regard, le côté hiératique du personnage. On est dans l'art byzantin. À l'époque, si vous vouliez faire beau, plus beau que tout ce qu'on avait fait, vous ne pouviez qu'imiter l'art byzantin.
C'est ce qui a été fait à Cluny et dans cette chapelle. Hugues décède à 85 ans en 1109. Après sa mort, plus aucun abbé ne vient dans la chapelle qui sombre dans l'oubli. L'ordre de Cluny s'affaiblit siècle après siècle, sous le poids de ses querelles internes et de la concurrence des autres ordres. Il est dissous pendant la Révolution française. Au détour de ses coteaux, comme un écrin surgi des vignes, la Bourgogne conserve précieusement le témoignage de cette exceptionnelle épopée artistique et spirituelle. Eh bien, on change d'ambiance. Je vous invite maintenant à Tokyo, dans le quartier de Harajuku, qui est à la fois hyper branché et traditionnel. Alors, pourquoi se rendre là-bas en particulier aujourd'hui? Eh bien, c'est pour le parc de Yoyogi et pour ces roses qui sèment le trouble. Vous allez voir ça tout de suite dans l'incontournable. À toute heure et en toute saison, le vaste parc de Yoyogi est le théâtre d'étonnants spectacles. Celui de talentueux jongleurs, de danseurs traditionnels, de corbeaux et celui plus éphémère des cerisiers en fleurs. Situé en plein cœur de Tokyo, ce lieu a été un camp d'entraînement militaire, mais aussi un hébergement pour le village olympique lors des Jeux de 1964. C'est également face à ce parc que siège la NHK, la radio nationale nippone. Incontournable parc de Yoyogi qui cache une toute autre histoire. Celle d'une animatrice radio prise dans la tourmente de la Seconde Guerre mondiale. Le journaliste Jake Adelstein nous dévoile les secrets de celle qu'on appelait la Rose de Tokyo. Aiva Toguri était diplômée de l'Université de Californie. Elle était très éduquée. Elle alla au Japon en 1941 pour rendre visite à sa tante malade. Elle avait alors des documents américains qui devaient lui permettre de rentrer au pays. Mais quand elle voulut embarquer sur l'un des derniers bateaux, les officiels américains lui dirent « Nous ne savons pas qui vous êtes, ni si vous êtes citoyenne américaine ». Et donc, elle resta coincée au Japon. En décembre 1941, l'attaque surprise de Pearl Harbor condamne définitivement toute possibilité de retour. Âgée alors de 25 ans, l'américaine d'origine japonaise doit se trouver un travail. Comme elle est bilingue, elle se fait embaucher à Radio Tokyo en tant que secrétaire, dactylo, puis animatrice de Zero Hour, la première émission de propagande de l'armée nippone. Elle intègre ainsi l'équipe que l'on surnomme Tokyo Rose. Tokyo Rose était en fait un groupe de 20 à 21 japonaises et nippo-américaines qui travaillaient à Radio Tokyo, une machine de propagande du gouvernement impérial. Elles étaient la voix de la propagande nippone, censée démoraliser les soldats américains dans tout le Pacifique. Elle diffusait de la musique populaire et disait aussi des choses pour leur saper le moral et leur donner le mal du pays. Mais le cœur de la pétillante Aiva est bien américain. Les soldats, loin de la redouter, attendent chaque jour ce rendez-vous radiophonique. Greetings everybody, this is your number one enemy, your favorite playmate Orphanan of Radio Tokyo. A little something whose thoughts you'd like to touch. We're ready again for a vicious assault on your morale. 75 minutes of music and news for our friends, I mean our enemies in the South Pacific. Le niveau d'anglais des Japonais était si mauvais que Aiva Toguri a pu glisser des petites blagues. Vous savez, il y avait un personnage très célèbre qui s'appelait Annie la petite orpheline, que tous les Américains connaissaient à l'époque. L'animatrice se présentait donc aux soldats comme Anne, leur meilleure ennemie. C'était une façon de leur dire « Je fais cette émission, mais je suis de votre côté ». Thank you. That's all for now, enemies, but there'll be more to say tomorrow night. Until then, this is Orphanan, your number one enemy, reminding you, GI, always to be good. Goodbye now. Les soldats américains ont eu le sentiment que quelque chose de bizarre se tramait au sein du gouvernement japonais. Et ça les amusait beaucoup. Si vous écoutez vraiment l'émission, vous vous dites, les Japonais n'ont aucune idée de ce qu'ils font. Leur propagande ne prend pas parce qu'ils se sabordent eux-mêmes.
Contrairement à Aiva Toguri, les autres animatrices de l'équipe Tokyo Rose jouent à fond la carte de la propagande. Ces sirènes du Pacifique poussent les hommes au suicide, leur parlent de l'infidélité de leurs épouses et chroniquent leur inéluctable défaite. La propagande a été un échec terrible. Mais l'image de Tokyo Rose est restée comme celle d'une seule femme qui susurrait des messages de défaite et de mort à l'oreille des soldats. Cela donnait l'image d'une femme asiatique qui promettait la terreur et la destruction. Après la reddition du Japon, en août 1945, les journalistes américains se lancent sur la trace de l'une des voix de l'émission. Contre rémunération, Aiva Toguri commet l'imprudence de raconter son parcours. Aux yeux des Américains, la jeune femme devient ainsi la seule et unique Rose de Tokyo. À l'époque, il y avait ce Walter Winchell, un chroniqueur très populaire sur une version précoce de la chaîne Fox News. Il insista pour que Tokyo Rose, symbole du mal, soit détenue et punie. Et c'est tombé sur la seule personne que les militaires américains détenaient en garde à vue. Bien sûr, on ne pouvait poursuivre quelqu'un pour trahison que s'il était citoyen américain. Or, Aiva Toguri n'a jamais renoncé à sa nationalité américaine. Aiva Toguri est donc condamnée et passe 6 ans derrière les barreaux. Elle doit attendre 1977 pour être amnistiée et recouvrer sa nationalité américaine. Dans les années 70, après la diffusion d'un excellent documentaire de l'émission 60 minutes sur la culpabilité ou l'innocence de Tokyo Rose, l'une des dernières choses que le président Gerald Ford a faites a été de gracier Aiva Toguri. Il a ainsi reconnu le fait qu'elle n'aurait certainement jamais dû être condamnée en premier lieu. Ça fait d'elle l'une des seules, je pense même la seule personne convaincue de trahison à être graciée aux États-Unis. Quelques mois avant sa mort en 2006, le comité des vétérans de la Seconde Guerre mondiale lui décerne un prix pour son esprit indomptable et son amour de la patrie. Aiva Toguri reste un symbole du traitement injuste infligé aux Américains d'origine japonaise. Nous aussi on rend l'antenne, mais on se retrouve demain pour 3 nouvelles destinations. En attendant, je vous donne rendez-vous évidemment sur les réseaux sociaux, alors n'hésitez pas à liker, à partager l'émission. Bis bald.